Je le souhaite, je ne prédis pas l'avenir, mais je le souhaite parce que c'est celui qui permet d'affirmer, de défendre, de protéger la valeur de nos métiers, la valeur de notre travail en tant que journaliste, mais surtout la valeur de ce que nous produisons, c'est-à-dire des informations. Ma conviction de départ, quand on a lancé Mediapart, était que la gratuité marchande, la gratuité publicitaire détruisait la valeur. Elle obligeait d'aller du côté du flux, de l'immédiateté, de la superficialité. Et en revanche, dire au lecteur, nos informations, il faut les acheter parce qu'elles ont une plus-value, elles ont une valeur ajoutée, c'est retrouver ce chemin de la valeur, donc du coup de l'indépendance, de la relation de confiance avec le public. Donc j'ai soutenu, dès qu'ils ont annoncé leur initiative, les Amis des Jours, parce que je souhaite bien sûr qu'il y ait une compétition, au bon sens du terme, avec d'autres journaux indépendants reposant sur le même modèle que Mediapart. Aucune technologie n'est libératrice en soi. C'est les usages sociaux, c'est la réponse que la société va apporter qui fera que la technologie sera libératrice ou sera régressive. C'est une révolution industrielle, une révolution technologique comme la machine à vapeur, comme l'électricité auparavant. Face à cela, il y a des progrès ou des régrès. Il y a des armes de destruction massive, il y a la régression vers la guerre de tous contre tous, je pense au passé, où il y a la presse de masse, démocratique, de qualité, les conquêtes démocratiques. Nous sommes dans le même moment. Est-ce que le numérique va permettre d'aller vers du pire, c'est-à-dire la surveillance de masse, c'est-à-dire la régression de nos libertés individuelles, c'est-à-dire des moyens de déshumanisation de la guerre elle-même, les drones, où les gens qui actionnent les drones pensent qu'ils sont sur des jeux vidéo au fin fond d'une petite boutique, d'un petit camion au Texas ou ailleurs, mais en fait ils tuent des humains, ils tuent des personnes, ils tuent et donc parfois font des bavures. Donc est-ce qu'on va vers ça ? Et c'est possible technologiquement, ou bien est-ce que la société va se mobiliser grâce aux potentialités du numérique pour dire c'est pas ce que nous voulons ce monde sans frontières du numérique, ce monde du partage, ce monde de la relation, ce monde de l'échange, ce monde où on parie sur la liberté, où on parie sur le n'importe qui de la démocratie. C'est tout l'enjeu dans lequel nous sommes. Parce qu'elle a un problème très ancien qui est la façon dont elle a essayé d'échapper au moment de vérité deux fois, c'est-à-dire après que la majorité de ces élites ait accepté l'abandon national, la déchéance nationale de Vichy et de la collaboration avec le nazisme en 1940, et après que d'autres élites aient accepté la perdition de l'entêtement colonial jusqu'à mettre en péril la démocratie, à faire chuter une république et à accepter la torture. Et donc, au lieu de faire face à cela, en regardant cela pour le dépasser, la démocratie française, hélas, au niveau de ses dirigeants, a fait le choix de répondre à cela par le sauveur. Donc l'homme providentiel, donc le De Gaulle en l'occurrence, Charles de son prénom, mais derrière ça, une tradition qui est celle du bonapartisme, du césarisme, du présidentialisme français, et qui est aujourd'hui à son stade de nécrose, c'est-à-dire que nous avons des hommes qui se font élire en faisant campagne par le nous, qui ensuite président avec le je, en se mettant à l'abri d'un bunker présidentiel qui leur permet de se sauver, peut-être même d'être réélus, mais dans un désastre des promesses, désastre de la dynamique démocratique, désastre de la mobilisation du peuple autour de ces enjeux. Et donc c'est ce qui m'inquiète. Nous sommes le seul pays d'Europe où il y a un tel poids des forces politiques régressives, de droite extrême ou d'extrême droite, identitaires, inégalitaires, autoritaire. Et contrairement à ceux qui croient que l'histoire n'est jamais tragique et qu'elle est écrite, je suis de ceux qui pensent que les accidents démocratiques arrivent et qu'il vaut mieux alerter avant plutôt que de pleurer après.
il n'y a pas de pays, de civilisation, de peuple, de culture qui soit propriétaire de l'universel. Il y a de l'universalisable. C'est la leçon de Montaigne. Quand Montaigne fait les essais en pleine guerre de religion, il pense l'humanisme, et pensant l'humanisme, il dit « tout le monde trouve barbare ce qui n'est pas de son usage. L'autre, c'est le barbare. » Et il dit, rappelez-vous, c'est le chapitre sur les cannibales, qu'est-ce qui est pire? De manger de l'homme mort dans un rituel qu'on a boucané parce qu'on veut s'approprier sa force, ou d'écarteler de l'homme vif comme nous le faisons. C'est face aux nus féroces et anthroposages des cannibales. Il interpelle, il dit est-ce que c'est eux les plus barbares ou est-ce que c'est nous? Donc pour moi la question de l'universel, c'est la question de l'universalisable. L'Europe a prétendu être propriétaire de l'universel, mais quand Aimé Césaire fait cahier d'un retour au pays natal et fait ensuite le discours sur le colonialisme ou la lettre à Maurice Thorez, quand Frantz Fanon fait Peau noire, masque blanc et fait les damnés de la terre, quand Édouard Glissant fait son texte contre le ministère de l'identité nationale en France avec Patrick Chamoiseau, Quand les murs tombent, ces hommes qui ont été issus, produits par une histoire qui est pavée de crimes contre l'humanité, la traite négrière, la déportation des esclaves, le fait de transformer l'homme en marchandise, eh bien ces hommes, ils nous renvoient notre universel et ils se l'approprient depuis leur expérience. Et ils nous disent, vous n'êtes pas au rendez-vous. Le barbare, c'est celui qui colonise, c'est lui qui va se barbariser. Et donc ne jamais oublier ça, c'est que l'invention de l'universel, il naît d'une relation, il n'est pas d'une propriété.